Bonjour à tous, écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans le Sound Podcast, un podcast qui est vraiment une initiative que j'adore réaliser. C'est un moment de partage avec vous, un moment d'introspection sur moi-même et sur mes expériences de vie que j'aime partager avec vous. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'échanger sur les gens qui sont entrepreneurs, à savoir comment on fait pour concilier la vie qu'on peut avoir au quotidien, notre vie sociale, avec la vie d'entrepreneuriat. Guide you to your mind. Guide you to your mind, to your mind. Let me guide you to your mind. Let me guide you to your mind. Pour l'entrepreneuriat, la première chose que je voulais aborder avec vous, c'était d'échanger déjà sur les difficultés d'entreprendre. C'est vrai qu'en fonction du pays dans lequel on se trouve, c'est pas toujours évident de se dire qu'on va monter sa boîte pour plusieurs raisons. Déjà, il peut y avoir le courage, on a envie, on est motivé, mais on n'a pas le courage, qu'on se dit que ça va être difficile. Après, il peut y avoir la peur, clairement, la peur de l'inconnu, la peur de se dire que on ne sait pas comment on va se payer. Soit vous décidez d'être entrepreneur en quittant éventuellement une structure dans laquelle vous étiez en tant que salarié, ça peut arriver. Soit vous êtes entrepreneur directement en sortant de vos études, ça peut arriver aussi. Soit d'autres cas, enfin peu importe, chaque personne qui a décidé d'être entrepreneur a finalement pris un risque qui est plus ou moins mesuré, mais un risque quand même. C'est une aventure en fait, l'entrepreneuriat. C'est également un choix de vie, au-delà même d'être un choix professionnel. Parce que ça a des conséquences sur votre vie et sur l'environnement familial, l'environnement des amis, et puis même sur vous en fait. On ne se rend pas compte à quel point l'entrepreneuriat transforme la personne qui a décidé d'aller jusqu'au bout du chemin. Après, il y a effectivement le système qui est pas simple pour les entrepreneurs. Je crois que dans tous les pays, alors je connais pas forcément ce qui se passe dans les autres pays dans la démarche entrepreneuriale, mais en tout cas, quand on entreprend en France, eh bien, c'est pas simple dans le sens où par où commencer, quelle démarche il faut faire, dans quel bureau il faut aller, quel papier il faut déposer, comment rédiger ses statuts, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, c'est quoi l'objet social, enfin bref. On sait pas par où commencer. Après, il y a 2 ou 3 endroits où il faut aller. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le greffe, les impôts et le CFE, le Centre des formalités des entreprises. Vous allez dans ces différents bureaux et a priori, avec les bons papiers, vous déposez votre boîte. Après, pour les auto-entrepreneurs, c'est beaucoup plus simple. Heureusement, merci. Si vous tapez sur le site internet devenir auto-entrepreneur, vous tombez sur tout un tas de sites qui n'ont pas forcément à voir avec la démarche de réaliser une ouverture de société via un site internet, parce qu'il y a un site internet.gouv qui existe, qui normalement permet de déclarer une auto-entreprise facilement. Mais comme il y a plein de sociétés qui se sont créées sur le fait d'aider les auto-entrepreneurs à monter leur boîte, quand vous tapez ces mots-clés sur internet, vous tombez pas sur la bonne info. Globalement, c'est le chemin du combattant. C'est vrai que le début de la création d'une entreprise, quand vous connaissez pas, c'est chaud, c'est super chaud. Et j'entends tous les entrepreneurs dire « ouais, ça a été super galère ». Finalement, quand vous réfléchissez plusieurs années, plusieurs mois après, vous vous dites « j'ai réussi à le faire, mais je sais même pas trop comment en fait ». C'était super compliqué. Donc déjà, la création de la boîte, la genèse de l'entreprise par une démarche administrative, un parcours du combattant. Une fois que tout ça c'est fait, là vous dites « comment je fais pour trouver des clients ?» Alors là, que ce soit du service, des produits, ce que vous voulez en fait. J'aime bien l'idée du growth mindset, du growth hacking, du no limit. En fait, tout est possible. Donc en vrai, on s'en fout du produit que vous vendez ou du service que vous voulez vendre. C'est qu'est-ce que vous y mettez comme histoire, qu'est-ce que vous racontez dedans, quel est le storytelling, pourquoi vous êtes arrivé à faire ce produit, qu'est-ce qui va faire que vous allez créer un lien avec vos futurs consommateurs. Et là, il y a un vrai game. Pour moi, c'est vraiment... Alors, pas forcément l'expertise du sales, parce que le sales, le vendeur, le commercial pur, qui a cette capacité à pouvoir plutôt échanger avec le consommateur au fur et à mesure des expériences. Je pense pas que ce soit un truc qu'on acquiert comme ça, honnêtement. Quand on est chef d'entreprise, on doit tout faire soi-même. Et le premier truc, c'est qu'est-ce qu'on va vendre ?
à qui on va le vendre et comment on va le vendre. Moi, je suis coach en développement personnel et formation en management et dans les métiers de la vente. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment transmettre à toutes les personnes qui veulent être accompagnées dans cette démarche de comment devenir le meilleur vendeur de sa boîte. Sachant que dans sa propre boîte, au début, on est seul. Donc, on doit tout faire soi-même. Et c'est vrai que moi, quand j'ai monté ma boîte, le petit avantage que j'avais quand même, c'est que déjà, je viens d'une famille de commerçants. Donc, je pense que ça s'est transmis assez facilement dans mes gènes. Et ensuite, j'ai toujours été au contact de l'entrepreneuriat, tout le temps, via mon père et ma mère. Parce que mon père a plusieurs entreprises depuis plus de 20 ans et que du coup, je suis baignée là-dedans. Donc, ça paraissait assez normal. Et puis ensuite, j'ai bossé pendant un moment et j'avais une fonction quand même de commercial qui est pas aussi intense que celle que j'ai aujourd'hui. Entre-temps, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que même j'étais nulle en vente, en vrai. C'était beaucoup de blabla, mais j'avais pas de technique. Donc, je suis allée regarder ce que faisaient les meilleurs vendeurs. Je suis allée lire les meilleurs livres sur la vente. Beaucoup de contenu américain. Notamment un mec qui s'appelle Zig Ziglar. Et ouais, quand j'ai lu son livre, je me suis dit, waouh. On pourrait dire qu'il dit rien, très honnêtement. Mais en fait, c'est un mindset. C'est un état d'esprit, quoi. Quand vous commencez une boîte, très honnêtement, je vous invite à aller regarder tous les contenus qui existent sur la vente. Comment on vend un produit. Et même, j'irai plus loin, comment on crée une expérience utilisateur. Bon, aujourd'hui, ça s'appelle l'UX, donc c'est un peu un truc geek. Mais en vrai, si on part sur plus de simplicité dans l'explication de ce que c'est comment la personne se sent, ce que je disais tout à l'heure, connectée à votre produit, parce que j'ai l'impression que vous êtes sincère. Vous devez être sincère d'ailleurs, si vous voulez que ça fonctionne. Vous allez proposer autre chose, en fait. Une expérience. Voilà, c'est ça. On a fait un podcast avec Blériot de Apéraf sur la restauration, enfin, toute la food afro. Et c'est vrai qu'il y a plein de restaurants. Il n'y en a pas assez à mon goût, honnêtement. Le marché est vaste et il y a énormément de possibilités pour les restaurateurs aujourd'hui, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais c'est vrai que comment on fait pour que quand les gens viennent dans un restaurant africain, ils vivent une expérience unique, pas juste manger un plat africain. Nos ancêtres, en fait, racontaient des histoires. On parle des griots. Ces histoires-là, il y avait vraiment une transmission orale de la connaissance et du savoir. Donc on était tout le temps en train de raconter des histoires. Donc ça fait partie de quelque chose qui est quand même fort. Et comment on fait pour utiliser en fait ces habilités dans tout ce qu'on va proposer aujourd'hui, que ce soit un restaurant, que ce soit proposer des services aux entreprises ou créer un site de e-commerce en ligne. Mais j'aime bien l'idée que vous avez un héritage culturel, un héritage familial, avec des compétences qu'ont eu vos parents, vos arrière-grands-parents, et qui sont dans vos gènes, et du coup, vous avez cette force en vous. Souvent, vous ne savez pas trop d'où elle vient, mais cette force en vous qui vous permet, en fait, d'aller plus facilement vers des sujets sur lesquels vous êtes normalement perdu. Tout ça pour dire que moi, c'est vraiment ce qui s'est passé quand j'ai monté ma boîte et que je me suis dit comment je vais faire pour vendre mon produit qui était de l'événementiel mais qui était pas très clair au départ parce que au début c'est jamais clair en vrai. Avec du recul, j'ai fait du growth hacking, c'est-à-dire que je suis allée sur un site, j'ai récupéré des clients et je leur ai proposé mes prestations alors que c'était pas, ils me demandaient pas à moi, ils demandaient à un site. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé l'activité d'événementiel. Donc ne sous-estimez jamais votre capacité et votre potentiel. Il faut vraiment croire en vous. Même si au début vous vous dites que vous n'avez rien, mais en fait, en vrai, vous avez plein de choses. Juste croyez en vous vraiment. Et après, je pense que les mentors aident. Avoir un mentor, quelqu'un qui vous inspire. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez de proche, mais ça peut être quelqu'un aussi avec lequel vous n'avez absolument aucun contact. D'ailleurs, vous n'aurez probablement jamais aucun contact parce que ce sont des personnes célèbres. Moi, je sais que j'ai plein de mentors dans plein de disciplines différentes. Je parlais de Zig Ziglar tout à l'heure, un des plus grands vendeurs de l'histoire des États-Unis. J'aime beaucoup Steve Jobs parce que, en fait, il lui arrivait plein de merde. Et j'aime bien l'idée que ne vous découragez jamais. On l'a viré de sa boîte. Ensuite, il en a monté une autre. Il s'est retrouvé à vendre Pixar à Disney, je sais pas combien, enfin un truc de dingue. Donc aujourd'hui, Pixar que vous connaissez tous, ça a été créé par Steve Jobs quand même. Et après, on l'a rappelé chez Apple et là, il est devenu le gourou mondial que tout le monde adore. Et chacune de ses prêts était juste incroyable parce qu'un minimalisme et un impact sur les gens qui était dingue. J'aime bien Bozoma St. Jones. Elle est militante quand même, elle défend les valeurs liées à ce qu'elle est en fait profondément. Et en même temps, elle bosse comme une tarée, parce qu'elle a un lifestyle particulier, quoi. C'est-à-dire qu'elle se lève le matin à 6h, elle fait du sport, toutes ces habitudes qu'ont les gens qui réussissent. Voilà, moi, j'ai une grande admiration pour cette femme. Donc, tout ça pour dire que être entrepreneur, c'est, en résumé, croyez en vous et confiance en votre capacité. Si vous ne savez pas, allez chercher l'information, parce qu'il y a tout sur Google aujourd'hui, c'est génial. Google is your friend. La phrase que vous avez en tête, vous tapez et vous verrez que vous aurez des réponses.
Et ensuite, trouvez vos mentors, les gens qui vous inspirent, les gens qui vont vous permettre de ne pas vous décourager. Au moment où vous êtes down, vous regardez une vidéo d'eux, vous regardez un message d'eux et ça vous remonte et ça vous permet de croire en vous. Autre chose encore, n'écoutez pas trop les conseils des gens. Alors ça va vous paraître fou ce que je vais vous dire, mais en vrai, l'entrepreneur est quelqu'un qui a une vision, il a une idée d'un truc, et parfois les gens trouvent ça complètement dingue, et ils lui disent même, ouais, mais en fait ton truc ça marchera pas. Et je peux vous envoyer des millions de vidéos de gens à qui on a dit, mais ton truc ça marchera pas, et qui aujourd'hui font des podcasts, font des vidéos sur YouTube, et expliquent que, à ce moment-là, il y a un truc qui était plus fort qu'eux, ils ont pas écouté les gens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc, n'écoutez pas trop votre environnement, vos amis, vos potes qui ont toujours plein d'idées, plein de conseils. Ne pensez pas en fait que leur point de vue est forcément vrai. En vrai, votre point de vue n'est pas plus vrai que le leur. À partir de ce moment-là, qui a tort, qui a raison, on sait pas. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, j'écoute mes intuitions très très fortes, qui ont grandi avec l'âge. Très honnêtement, l'âge et l'expérience. Donc, c'est pas forcément un truc qu'on a tout début, mais je vous invite à travailler là-dessus. Donc du coup, je médite, je fais du sport. J'essaie de mettre dans mon quotidien des habitudes qui me permettent d'avoir un rythme de vie qui soit très très structuré pour me permettre de concentrer mon énergie de création et tout ce que je vais demander à mon cerveau dans la journée, qu'elle soit la plus précise possible dans mon objectif et dans la destination dans laquelle je veux aller avec l'entreprise. Une fois que tous ces fondements sont posés, vous vous battez en fait pour créer du chiffre d'affaires. Je crois que c'est le nerf de la guerre, comment on fait du chiffre d'affaires. Une fois qu'on fait du chiffre d'affaires, comment on monte une équipe, comment on sélectionne les gens. Moi, je sais que je me suis trompée plein de fois. Des gens qui sont venus bosser, on se dit ouais, c'est cool, c'est bon, c'est la bonne personne. En fait, pas du tout. Et puis on apprend de ses erreurs. Je crois que c'est fondamental. Vous allez vous planter, c'est pas grave. Je disais à ma fille hier, qui faisait un exercice de maths, mais tu sais, tu vas te tromper plein de fois dans la vie en fait. Et si tu te trompes, c'est pas grave. Donc tu peux pleurer là si tu veux, mais en vrai, c'est pas grave. Et moi, c'est pas moi qui vais t'engueuler parce que t'as fait un truc faux. Je vais juste dire de prendre une feuille et de recommencer. Donc là, c'est créer le mindset de l'échec versus on se relève et on recommence. Ça veut pas dire qu'on doit avoir que des échecs. Pour le coup, dans l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Donc on va monter la montagne, puis à un moment donné, la montagne va s'écrouler, puis on va peut-être tomber dans un ravin, et en fait, le ravin, il sera hyper profond, et on va trouver le moyen de remonter, on va mettre des cordes, et on va demander de l'aide, et il y a des gens qui vont nous tirer, et puis on va se tirer tout seul à un moment donné. Donc il faut accepter ce chemin-là, qui est semé de quelques embûches. Alors c'est pas que plein d'embûches, mais c'est semé d'embûches, et il faut pas avoir peur, en fait. Si tu tombes, tu te relèves. Donc c'était l'enseignement que j'avais envie de transmettre à ma fille et que je vais transmettre à tous mes enfants parce que c'est vraiment important. Donc vous, entrepreneurs, tombez, relevez-vous. Tombez, relevez-vous. Et si à un moment donné ça va pas, entourez-vous peut-être de gens qui ont vécu, qui vivent la même expérience que vous, avec qui vous pouvez échanger avec beaucoup de sincérité et beaucoup de transparence, et dans lesquels vous allez faire des partages d'expériences en fait. Et c'est ça qui est vachement bien, c'est que quand on est entouré d'entrepreneurs qui n'ont pas peur de dire « Ouais, putain, là, c'est chaud, on n'arrive pas à se payer, ça fait des mois qu'on essaye, le produit fonctionne pas, c'est la merde et tout, blablabla. » Vraiment, si vous pouvez être entouré de gens comme ça, ce sera beaucoup plus simple, vous aurez moins l'impression d'être une merde, excusez-moi du terme, mais je me rends compte à quel point, en fait, je vais regarder beaucoup de contenu de gens qui ont réussi aujourd'hui, mais qui avaient fail avant, et du coup, je relativise. Et je me dis, ok, bon, c'est le chemin qui compte, pas la destination finale. Donc, crois en toi, Sandra, tout va bien aller. C'est quand même dense la vie d'entrepreneur, on pourrait en parler pendant des heures et je pense que je ferai plusieurs podcasts là-dessus. Mais je fais un lien du coup avec la vie perso, la vie familiale, la vie amicale. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde ne comprend pas l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur est fou. L'entrepreneur, il sort du chemin classique, du salarié par exemple. Donc du coup, si vous avez des potes qui sont salariés, des fois, ils comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Moi, je me souviens, quand je bossais dans l'entreprise familiale, il y a plus de 10 ans, je me pointais souvent en retard au rendez-vous. Bon, c'est vrai que j'étais une meuf en retard, j'avoue. Mais je me pointais souvent en retard et en vrai, quand il fallait finir un document, un dossier, les fiches de paye, un devis pour un client, en fait, ça passait en priorité. Donc parfois, je me pointais à un dîner qui était prévu à 20h30 à 22h. Donc les gens me regardaient en disant « Ouais, bon, en fait, Sandra, elle est tout le temps en retard. Ou alors, elle s'en fout de nous, elle nous considère pas. » Mais en fait, pas du tout. C'est juste que à la fin du mois, le truc qui va me payer mon loyer, mon salaire et tout ça, et puis même cette chose pour laquelle je vis profondément, c'est là, en fait. Ça passe avant vous. Et c'est dur, mais c'est vrai. Je pense que j'ai fait passer l'entrepreneuriat avant plein de choses. Bon, les amis, ça c'est sûr. Parfois mes enfants. Ouais, c'est chaud, mais c'est vrai. J'étais
all-in sur la boîte, genre vraiment all-in, en mode Warriors, on s'en fout, machin. Et du coup, j'avais une nounou à l'époque pour mes filles, tout particulièrement. Mon fils, je l'ai gardé pendant toute la période. Donc lui, il a pas été en crèche. Et je l'ai gardé tout le temps. Donc en fait, je bossais et en même temps, il était avec moi. Donc lui, pas de sujet. Mais mes filles, ouais, j'ai eu une bonne consommation de nounou. Heureusement, c'était la même nounou. Les filles étaient beaucoup plus avec la nounou qu'avec moi. Parce que j'ai des jumelles, je précise. Ça, c'est compliqué parce que c'est pas compris en fait. Les gens ne comprennent pas pourquoi vous faites ça. Alors aujourd'hui, j'ai réécrit un équilibre par rapport à ça, complet. Donc au niveau des amis, moi très honnêtement aujourd'hui, c'est vrai que je suis entourée de beaucoup de gens qui sont entrepreneurs ou qui ont une vie professionnelle assez dense. Comme ça au moins, je me sens pas en décalage en fait. Ou je me sens pas incomprise. J'ai plus envie de devoir me justifier de ce que je fais. Donc du coup, je m'entoure des personnes qui sont plus en phase avec ce que je suis. Après, il y a la famille. Bon, alors dans mon cas, c'est vrai que j'ai une famille d'entrepreneurs, de commerçants pour beaucoup. Donc en fait, c'est pas déconnant pour eux. On m'a pas reproché d'être entrepreneur. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est même une chance. Maintenant, j'entends tous les entrepreneurs qui ont décidé un jour de le faire, ou d'ailleurs qui flippent de le faire parce qu'ils ont peur des réactions de leur famille, de leur père, de leur mère, qui vont dire mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas du tout sécure, reste dans ton boulot, au moins t'es payé, t'as tes vacances, tes machins, et qui découragent complètement leur gosse de faire ça. Mais c'est ok, je peux comprendre les anxiétés par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand vous avez de la motivation, des gens qui vous aiment, qui sont autour de vous et qui vous motivent à suivre votre rêve, en fait. Et après, je pense que quand on est aussi en couple avec quelqu'un qui est pas entrepreneur, moi je sais que ma première relation, qui a duré quand même un certain temps, je crois que ça a été toujours difficile pour mon conjoint à ce moment-là, parce que j'étais jamais là. J'étais jamais là. Et je me rends compte que c'était pas intelligent finalement d'avoir ce type de stratégie, parce que l'entrepreneuriat n'est pas toute sa vie. J'ai passé beaucoup de temps à vous parler de l'entrepreneuriat au début du podcast, mais je vais finir par vous dire, l'entrepreneuriat, ce n'est pas toute votre vie. Vous pouvez pas remettre l'intégralité de votre personne dans l'entrepreneuriat, si vous êtes entrepreneur. Mais en vrai, dans n'importe quel truc, dans votre job. Donc, en gros, pour être clair, si demain vous perdez votre boîte ou si demain vous perdez votre job, il y a une partie de vous qui va s'éteindre et mourir en même temps. Donc, faites comme la bonne vieille expression, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ne mettez pas toute votre entité, ne remettez pas toute votre valeur dans un seul et même truc. C'est-à-dire l'entrepreneuriat, et si je suis plus entrepreneur demain, c'est une cata, je ne suis plus rien. Pas du tout. Donc moi j'ai fait plein de rééquilibrages par rapport à ça, notamment faire des rééquilibrages sur la vie personnelle, parce que je ne suis pas sûre que être entrepreneur, foncer tête baissée, ça fonctionne toute la vie en fait. Je ne pense pas que ça contribue à l'équilibre. Je pense que l'équilibre il se fait quand on est bien entouré, quand on se sent aimé, quand on a des potes. Ils peuvent avoir des points de vue différents et c'est ça qui est intéressant en fait, mais ils partagent quand même les mêmes valeurs. Vous sentez pas besoin de vous justifier en permanence. Et c'est vrai que la sphère des entrepreneurs c'est quand même une matrice un peu à part, sachant que la majorité des gens sont pas entrepreneurs. Donc voilà, je voulais terminer ce podcast en vous disant que c'est pas simple tout ça. J'ai expliqué beaucoup de choses, mais c'est pas simple d'être en phase avec son rêve d'entrepreneur, son rêve de créer une boîte, et tous les enjeux qui résident à côté de ça. La famille, les amis, les enfants, quand on en a, ou quand on veut en avoir même. Et que aujourd'hui j'ai un peu plus de maturité, et même si j'ai plus de maturité, très honnêtement, je ne détiens pas la vérité absolue. Pas du tout, j'apprends chaque jour. Et ça, c'est génial d'apprendre un truc nouveau chaque jour. Mais surtout, ce que j'apprends, c'est que faut savoir prendre soin de soi. C'est ça le plus important. Parce que finalement, vous plongez en mode travaillomane. Ça, c'est une de mes caractéristiques. Vous plongez en tant que travaillomane dans la vie d'entrepreneur. Donc, ouais, ça répond à peut-être une névrose, je sais pas. Mais j'aspire quand même à avoir plus de stabilité, plus d'équilibre, en fait. Une vie sociale, avec des gens que j'aime, avec qui je me sens bien. Et puis, moi, j'ai 3 enfants. Donc, les faire grandir quand même avec le mindset de la famille. Pas juste leur mère qui est en train de travailler tout le temps. Les enfants, je vous le dis, je ne fonde pas toute ma valeur dans le travail. Eh bien, écoutez, merci. Je vais couper là maintenant parce que je pourrais parler pendant des heures. Mais je pense qu'on continuera sur un autre podcast. Je vous remercie pour tous les messages, pour tous les partages, pour toutes les informations de feedback qui sont faites par rapport aux publications qu'on fait aujourd'hui. Tous les podcasts qu'on envoie, on va continuer à faire ce travail parce qu'il est important pour nous. On va continuer à créer du contenu. Merci pour tout et je vous embrasse très fort. À très bientôt.